Oui, bonjour. Ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter un projet dont on est en train d'accoucher. On arrive vraiment à la fin. L'idée, c'est un projet donc de consultation, de mobilisation des connaissances qui vise à développer un guide de pratique pour les déclarations territoriales et l'accueil des aînés, mais aussi porteurs, porteuses de savoir. En contexte universitaire, on s'est concentré un petit peu plus particulièrement sur le contexte universitaire et non pas seulement… en fait, ça pourrait s'appliquer aussi dans d'autres contextes institutionnels, mais on s'est concentré un petit peu plus particulièrement sur le contexte universitaire. Voilà. Alors, nous avons, ici j'ai plusieurs écrans, c'est un petit peu perturbant. Je le vois 3-4 fois. Alors, nous avons réalisé ce projet-là avec le réseau de la communauté autochtone à Montréal, dont on parlait précédemment avec le conférencier Johnny Boivin. C'est un projet qui a été financé par le CRIJAD. L'objectif, c'est d'arriver à des paramètres organisationnels qui sont concrets pour les questions de déclaration territoriale, d'accueil des aînés. Mais on a un point de vue donc, de la recherche. On a observé plus davantage donc, les paramètres d'un point de vue éthique et juridique. Et on a fait de la consultation d'aînés, porteurs, porteuses de savoir des Premières Nations. On a réalisé ce projet-là vraiment en co-construction avec le réseau et il n'a pas encore tout à fait été adopté par le réseau, mais ça devrait être le cas bientôt. Et on espère que les lignes directrices aussi pourront être adoptées, notamment par l'Université de Montréal. On va le soumettre. On espère que ça pourra être bien reçu. Donc, le contexte du projet, c'est qu'on a constaté, on le sait, les reconnaissances territoriales, il y en a un petit peu partout. L'accueil des aînés, des porteurs de savoir, on veut inclure les gens, que ce soit dans les cours, dans des événements un petit peu plus formels. Notamment en contexte universitaire, on a remarqué qu'il y a différentes façons de faire. Ce n'est pas uniforme, ça ne doit pas l'être forcément, mais on a constaté que des fois, les gens manquent peut-être de repères. Les gens veulent inclure plus en plus les personnes autochtones, faire des reconnaissances territoriales, dire on va faire preuve d'une attitude de réconciliation, mais on ne sait pas toujours comment faire, c'est quoi la bonne façon de faire, comment on peut éviter des faux pas. On a vu de façon un petit peu plus particulière là, dans le milieu universitaire que les universités tendent à vouloir développer justement des guides, des protocoles, accompagner par exemple les professeurs, les administrateurs qui souhaitent aller de l'avant avec ces pratiques-là. Encore là, il y a quand même une certaine divergence dans les façons de procéder. Donc, on a voulu d'abord répertorier tout ça. Donc, on a travaillé, je veux le souligner parce que là, c'est pas sur le PowerPoint, mais je veux vraiment souligner puis remercier aussi les étudiants qui ont travaillé avec nous au CRIJAD, notamment pour répertorier tout ça. Alors, Kitura Dameus, Raphaël Escalante-Franco, Andréane Labonté, Maya Détière, Venkatesh aussi. Qui nous ont permis donc de faire état de la situation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par réconciliation? On peut le définir donc par la Commission Vérité et Réconciliation comme étant un processus continu qui vise à établir, maintenir des relations respectueuses. Et pour y arriver, on recommande notamment donc le développement de relations de confiance, de présentation d'excuses lorsque c'est approprié, de concrétisation d'actions qui témoignent de véritables changements sociétaux. Et donc, en cohérence avec ça, quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir accueillir des personnes autochtones, en particulier des aînés, et faire des reconnaissances territoriales de façon adéquate? Je le mentionnais, on a fait une recension de ce qui existe dans les autres institutions. Ça, je devrais dire, les étudiants ont fait une recension, ce qui existe dans d'autres institutions, de toutes les universités québécoises. Des universités canadiennes, donc la plupart qui sont situées à l'extérieur du Québec et qui démontrent une plus grande proximité, une expérience positive avec des communautés autochtones. Donc, dans certaines universités qui sont beaucoup plus développées aussi au niveau de systèmes de structure de gouvernance autochtone et de présence autochtones aussi. On parlait tout à l'heure de l'importance d'avoir une masse critique qui peut faire contrepoids, qui amène des changements significatifs d'un point de vue institutionnel. Il y a certaines universités qui sont leaders à cet égard-là. On a procédé à l'analyse d'enjeux juridiques pertinents
qu'est-ce que c'est les enjeux juridiques pertinents? Là, vous savez, des questions pour revenir plus en détail, mais comme par exemple, lorsqu'un aîné, un porteur de savoir, fait une action de grâce ou fait ce qu'on utilise le mot faire une prière, par exemple, on a constaté parfois il y avait des malaises. Est-ce que ça signifie que c'est religieux ou non? En fait, ce n'est pas le cas. Est-ce que moi, ça me menace dans la salle par rapport à mon droit d'être dans une institution laïque? Donc, on a vu que ça soulevait notamment ce type de questions-là. Annie va en discuter un peu plus tard. Et on a consulté 13 personnes aînées surtout, mais aussi porteurs, porteuses de savoir, donc des personnes qui sont reconnues dans la communauté comme pouvant transmettre ces savoirs traditionnels, bien qu'elles n'aient pas ce statut, la même légitimité que l'aîné. Peut-être ajouter que les personnes aînées et porteuses de savoir qu'on a consultées sont de différentes nations. Oui. Donc, ce n'est pas juste de notre nation. Là. On a vraiment fait attention d'aller dans nos nations, dans les nations proximales, de proximité, puis des nations un petit peu plus éloignées au Québec, pour être certaine qu'on avait en fait, qu'il y avait une espèce de consensus qui se dégageait en fait dans ce qu'on a rédigé dans le guide. Absolument. C'est une information fondamentale à ajouter. J'essaie d'aller un petit peu plus vite. Donc, oui. Ben, je vais poursuivre un petit peu. Qu'est-ce qui est à la base de ce guide-là, en fait? Puis on va parler là, de plus en plus de ce qu'il y a dans le guide. Il y a quand même toute la vision du monde autochtone. Donc, on a essayé de développer le guide puis vraiment prendre en compte la manière dont les nations, les peuples, les premiers peuples, en fait, comprennent la vision du monde. Et en fait, ça nous a amené à voir l'importance d'examiner la positionnalité. Donc, il y a toute une partie du guide, dans la première partie, qui décrit un peu la vision du monde autochtone, la circularité, le lien avec le territoire, le lien avec la terre. Quand j'ai fait ta déclaration en rentrant ce matin, mais aussi l'importance de savoir qui on est. Parce qu'on va voir que pour certaines activités, la question de qui on est, comment on se positionne socialement, ça a un impact sur le genre d'activité de réconciliation dont on va prendre part, mais aussi pas seulement sur comment nous, on comprend l'activité, mais aussi comment les gens dans la salle vont comprendre cette activité-là. Et quand on commence à penser à toute l'idée de la vision du monde autochtone, de la réciprocité entre toutes les personnes, entre les différents êtres, bien, on voit que ma position va influencer comment les autres vont aussi comprendre. Donc, c'est important vraiment de prendre en compte qui on est avant de s'engager dans soit une déclaration territoriale ou d'inviter des aînés dans une institution quelconque pour ouvrir une activité. Et puis, ben, c'est ça, ça va vraiment nous aider à mieux comprendre ça, puis aussi à ajuster, comme Karine peut en parler tantôt, le genre d'activité qu'on va faire. Deuxième chose, c'est aussi comprendre les notions fondamentales de la participation. Quand on veut embarquer quand on veut faire une activité qui est en lien avec la réconciliation, Karine l'a dit, c'est en lien avec le respect. C'est une démarche qui veut emmener le respect envers les premiers peuples, puis aussi se rapprocher, mieux comprendre les personnes. Donc, c'est certain que si on veut faire, peu importe le type d'activité de réconciliation, que ce soit une déclaration territoriale ou l'invitation des aînés, il faut penser au niveau de participation. Dans le guide, on s'est basé beaucoup sur l'échelle d'Arnstein, 1969, bref, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est une échelle en fait de participation qui montre que le premier niveau, c'est vraiment juste d'impliquer des gens un petit peu, comme je vous dirais en anglais, tokenism. Donc, c'est vraiment de l'instrumentalisation. On va les impliquer pour qu'ils fassent quelque chose dont on veut qu'ils fassent et puis ça finit là. Et plus on monte dans les échelles, eh bien, on voit que c'est vraiment une pleine participation qui va nous emmener plus à une démarche de reprise du pouvoir d'agir pour essayer de renverser justement les relations de pouvoir, par exemple, qu'il pourrait y avoir dans une institution entre les premiers peuples et les personnes allochtones. On a adapté ça, en fait, au collier de wampum, à la ceinture de wampum. Le wampum, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'était un symbole. C'était en fait un symbole d'entente entre les nations. Et on a utilisé en fait l'échelle et on le montre par rapport à des niveaux, à des différentes. Là, on a pris, en fait, ça, c'est une photo d'un réel wampum. J'étais à Wendake
en fin de semaine, donc j'allais prendre une photo du wampum de Nicolas Vincent qui a fait l'entente en fait avec la couronne britannique, entre les Hurons-Wendat et la couronne britannique, mais c'est vraiment un symbole d'entente. Donc, on trouve que c'est quand même un symbole fort pour la réconciliation puis pour s'engager dans ce genre de démarche-là. Et les échelles, ben, c'est les niveaux. En fait, c'est les rangées du wampum. Puis vous comprendrez que si on a juste une rangée de wampum, on n'ira pas très, très loin en termes de solidité entre les différentes nations. Donc, on a développé un peu cette échelle-là pour montrer que pour s'engager dans des activités de réconciliation, ben, il faut avoir un wampum qui est bien construit avec une échelle de participation des personnes autochtones forte. C'est ça. Puis là, éventuellement, dans la version plus finie, là, avec une graphiste extraordinaire ou un graphiste qu'on doit trouver, ça va être représenté avec les rangées dans le wampum là, de la notion de participation. Alors, et on poursuit donc la question des reconnaissances territoriales. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une reconnaissance territoriale? Pourquoi en prononcer une? Rapidement, donc c'est une pratique coutumière hein, qui vise à montrer justement son respect envers une nation qui nous accueille en tant que visiteurs. Alors, ces coutumiers, c'était exercé initialement hein, par des peuples autochtones qui pouvaient être visiteurs dans une autre nation. Aujourd'hui, en contexte institutionnel, notamment universitaire, on va reprendre cette pratique-là, aussi dans un contexte où on est en nation avec des personnes qui sont autochtones et des personnes qui ne sont pas autochtones. Donc, on parle donc dans un esprit de respect, de reconnaître hein, cette souveraineté-là qui était préexistante des premiers peuples. Et où, ça dépend toujours du territoire, le rôle de gardien du territoire, peut-être spécifiquement, hein, du lieu où on se trouve. Ça peut être aussi de reconnaître qu'il y a d'autres nations aussi qui sont présentes, qui peuvent avoir une présence qui est peut-être plus passagère historiquement, mais un lien qui symboliquement peut être important. Alors, l'idée de respect, l'idée de prise de conscience est fondamentale. C'est ressorti beaucoup aussi dans les consultations. Il faut prendre conscience qu'on occupe évidemment ce territoire, donc en tant qu'institution coloniale, lorsqu'on représente ou on fait partie de cette institution. Il faut reconnaître aussi dans la démarche, prendre conscience que le territoire, finalement, ce n'est pas qu'une question de possession juridique d'un point de vue du droit colonial, par exemple, hein, ou d'occupation. Il y a vraiment un lien symbolique qui est fort, il y a un lien identitaire, il y a un lien spirituel aussi. Et si on prend le temps de prendre conscience de ça, dans le fond, mais sur la forme aussi, de la manière dont on va s'adresser aux gens, ça va faire une différence et ça va se sentir, que nous ont dit les personnes consultées. Alors, c'est important. On peut respecter donc on peut distinguer, la reconnaissance territoriale présentée donc d'une personne allochtone, justement, qui va reconnaître à l'égard donc de personnes non autochtones, d'un acte de grâce, ça c'est important, ou qu'on peut appeler aussi reconnaissance territoriale d'une certaine manière, comme le fait Annie, qui va venir d'une personne autochtone qui, elle, va vouloir honorer par fierté aussi, par respect, donc traiter de son lien avec le territoire. Il faut vraiment situer les deux. Ce n'est pas qu'une question de mots. En fait, les mots, c'est plus ou moins important. Ça l'est. Je ne vais pas dire que ce n'est pas important du tout. Mais dans les consultations qu'on a faites, parfois, on n'utilise pas toujours, on peut utiliser acte de grâce, reconnaissance territoriale. Parfois, la personne autochtone peut utiliser l'une ou l'autre, dépendamment de la personne consultée. Ce qui est important, c'est l'intention. Pourquoi on le fait et comment on se positionne justement, comme l'expliquait Annie avant. Et ça va se ressentir beaucoup dans la relation avec les autres. Hein. La culture autochtone, c'est ça, c'est la relation avec les autres et ça doit se sentir lorsqu'on fait ça. Il nous reste seulement 5 minutes. Alors, les enjeux de la reconnaissance territoriale à Montréal, rapidement, à Chillicothe, qui est un territoire non cédé et qui ne peut l'être. Il y a une fausse controverse, on pourra en parler, à l'effet, est-ce que c'est cédé, c'est non cédé. Ça ne peut tout simplement pas l'être si on se place dans un principe, je résume, dans une philosophie de réconciliation et qu'on voit le territoire dans le rapport comme il est de la perspective autochtone. On ne peut pas se l'approprier, on ne peut pas le céder. C'est tout simplement ça. C'est ce que nous disait un aîné qui a été consulté.
Il faut distinguer donc également aussi des gardiens du territoire. Je tiens à le souligner. À Tiohtià:ke, à Montréal, on va reconnaître généralement que ça va être la nation Kanien'kehá:ka qui va être gardienne du territoire. Parfois, il n'y a pas de consensus sur cette question-là. Parfois, on pense qu'il y aurait une controverse aussi à cet égard, mais c'est important, donc, d'un point de vue institutionnel, de le reconnaître et de faire une distinction avec d'autres nations qui sont présentes. Donc, il y en a une multitude sur le territoire montréalais, mais qui ont un attachement qui est plutôt symbolique ou passager. Alors, en résumé, donc, vraiment prendre conscience de l'importance multidimensionnelle du territoire, se positionner sur qui nous sommes par rapport à ce territoire, accepter de faire ses devoirs. Je pense que je vais insister là-dessus en terminant. Là. Les aînés nous mentionnaient ici, puis vous l'avez, la citation, on s'attend à ceux qui vont faire une reconnaissance territoriale, qui en connaissent un minimum sur l'histoire et qui en connaissent un minimum sur la façon de faire. Et puis ceux qui ne l'ont pas fait, ça paraît. Et puis ceux qui font seulement lire une déclaration, là, ça aussi, on se les fait beaucoup dire. Finalement, on se demande si c'est vraiment une marque de respect. Si on ne sait pas de quoi on parle, on est peut-être mieux de ne pas en faire une. Ça aussi, on l'a entendu beaucoup. Si ça ne peut pas être senti, si ce n'est pas compris, il vaut mieux laisser faire. Et c'est un petit peu la même chose avec la fameuse question des signatures courriels. On en met une, on n'en met pas une. Si on en met une, ça crée des attentes, en fait. Qu'il va y avoir un accueil, une compréhension. Et on a eu des témoignages de personnes qui disaient, bien, finalement, on pensait s'adresser à cette personne-là et qu'elle pourrait répondre à nos besoins, comprendre. Et finalement, on réalisait que non, les gens avaient mis ça de façon automatique et qu'en réalité, ils ignoraient tout. Donc, finalement, ça n'aide pas à ce moment-là des relations harmonieuses. Ça peut même amener de la confusion. Voilà. Okay. Vraiment rapidement. Puis dans le guide, tout va être écrit. En fait, on a vraiment pris du temps pour écrire sur l'histoire des Autochtones, des premiers peuples, pour que les gens puissent justement se renseigner. Donc, si on veut faire une déclaration territoriale, l'information va se retrouver dans le guide pour être au moins capable d'avoir une base sur qu'est-ce qu'il faut comprendre en termes de réconciliation. Je dirais juste peut-être quelques mots sur les aînés parce qu'il me reste genre 1 minute. Mais oui, tant de choses, c'est un guide important. On voit de plus en plus des gens inviter des personnes aînées pour ouvrir des événements. Hein. Ça fait partie aussi, je pense, de démarches de réconciliation, de décolonisation. Mais encore une fois, quand on va faire un accueil d'aînés, il faut penser à c'est quoi nos motivations pour inviter les personnes aînées. Les personnes qu'on a rencontrées nous ont dit là, que quand ils ont juste 5 minutes pour ouvrir un événement, il y a mieux pas venir. Parce que en fait, c'est pas une marque de respect que d'inviter quelqu'un qui va juste avoir un petit moment là, pour parler de quelque chose. Donc, c'est important, en fait, de laisser la place à l'aîné, puis de se remettre en fait à l'échelle de participation. Vous allez voir qu'il y a des liens en fait à tout ce qu'on a décrit dans le guide avec la manière dont se comporter de manière pratique. Il devrait y avoir des liens entre l'activité, l'intervention de l'aîné puis le territoire aussi. Donc, on devrait essayer vraiment de prendre en compte tout ça. Je vais vraiment aller plus vite. Mais on ne devrait jamais faire ça avec un aîné. Non, on ne devrait jamais faire ça avec un aîné. Reste 1 minute. Non, c'est ça, exactement. Et c'est quelque chose d'important. C'est pas banal. C'est vraiment vu parfois comme étant irritant. C'est ça. Mais pas pour moi aujourd'hui. Non, mais je veux dire, c'est pas encore je suis pas une aînée. Mais tout ça pour dire que le choix de la personne aînée est aussi très important parce que c'est pas d'inviter n'importe quelle personne qui pourrait avoir l'air d'une personne âgée, mais c'est aussi une personne qui va être reconnue par la communauté. Et ça, c'est vraiment important. Ne pas s'attendre à ce que les aînés habitent tous sur leur communauté. Il y a des gens qui vont habiter hors réserve aussi, et ça ne veut pas dire que ce n'est pas une personne aînée. Il faut penser aussi à la langue d'expression quand on invite une personne. Nos territoires de proximité, c'est les Kanien'kehá:ka. Donc, c'est des gens qui vont s'exprimer plus en anglais. Si on invite une personne ici à parler en français, ça peut être un peu difficile parce que les personnes aînées devraient être capables de s'exprimer dans leur langue. Beaucoup de traditions orales. Donc, si on impose une langue, ça devient un problème pour les personnes aînées. Là, vous avez des citations ici et il y en a un peu partout dans le guide. Il faut aussi se préparer à accueillir la spiritualité. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais d'emmener une personne faire une déclaration, bien, ça veut dire que cette personne-là va vouloir faire une action de grâce peut-être avec le territoire. Donc, si on invite vers une réconciliation, il faut se préparer à accueillir ce que la personne va dire et on ne peut pas, en fait, c'est ça, commencer à s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui soient dites et d'autres choses ne pas dire. Et puis, il faut penser avant, bien avant qu'on accueille, pendant, après. Et donc, le guide va offrir plusieurs repères pratiques. Par exemple, certains
morceaux de contenu, par exemple, le temps dont dispose une personne, et on donne en fait des principes, comment on devrait se comporter. Ces principes-là, en fait, ont été développés à partir des consultations qu'on a faites, à partir des guides qu'on a consultés. Donc, par exemple, une personne, on sait qu'une personne aînée va réfléchir sérieusement à ce qu'elle va dire pour l'ouverture d'un événement quelconque. Donc, une pratique à favoriser, c'est de donner une indication du temps complet de l'événement, du genre d'activités qui vont se produire dans l'événement, mais pas dire, ben là, on voudrait t'inviter, mais tu as juste 3 minutes ou 5 minutes. Puis là, la personne commence à s'impatienter quand on va au-delà de ça, et les pratiques à proscrire. Donc, on a essayé vraiment d'identifier avant, pendant, après, tous les différents éléments, émettre des principes et montrer un peu comment ces principes-là s'appliquent dans la pratique. Donc, voilà, c'est le guide. On va pouvoir le produire bientôt. Il est en attente, le contenu, c'est ça, de l'approbation de réseau. Mais on est, oui, pratiquement là et on a hâte de pouvoir le présenter. Merci.